pourquoi aujourd'hui ce webinaire sur l'alcool? Eh ben, on va le voir. Comme chaque année, on arrive aux périodes de fête et puis en janvier, il y a ce qu'on appelle le défi de janvier. C'est la troisième édition cette année. Et c'était l'occasion pour nous d'aborder un petit peu avant les fêtes, que j'espère on pourra tous passer en famille et avec beaucoup de plaisir malgré la Covid. Bah, c'est l'occasion d'aborder ce sujet encore tabou et de l'associer surtout dans le cadre de l'entreprise, voir comment en entreprise on peut faire de la prévention également, comment on peut être impacté par les problématiques d'alcoolémie. Alors pour être à mes côtés, bien évidemment, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Amine Benyamina, qui est donc Bonjour Eric. psychiatre. Bonjour Amine, psychiatre addictologue, président du fonds Addicted. Et puis on aura également la présence de Gaël Sautin, responsable de la prévention régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'association Addicted France. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va balayer les addictions liées à l'alcool. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer d'approfondir en entreprise le sujet sur la prévention. Première question à toi, Amine. Je viens d'aborder le sujet du défi de janvier. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le défi de janvier? Alors, merci Eric, merci à l'ensemble des organisateurs, merci à l'AENF, merci à Christelle pour Addicted, et puis merci à Gaël qui va prendre avec laquelle nous avons discuté. Voilà, le défi de janvier, c'est une histoire ancienne et récente à la fois. Alors, on l'appelle défi en France, mais c'est le nom qu'on a consacré parce que c'est une sorte de défi. On n'est pas obligé, mais on se donne un objectif. C'est le fameux Dry January, hein, difficile à prononcer britannique, qui se veut ludique en vérité, qui consiste à faire une pause dans sa consommation d'alcool au mois de janvier, comme son nom l'indique également, un mois qui en général et qui toujours fait suite au mois de décembre, un mois de festif, un mois au cours duquel c'est synonyme d'excès. Donc, il a vu le jour en 2020 sous sa forme actuelle, à l'initiative de beaucoup d'associations dont la nôtre, nombreuses associations de prévention des addictions. Et finalement, il a été emporté par les associations à la faveur finalement d'un refus des pouvoirs publics d'organiser ce défi alors que les choses avaient été bien engagées. Oui, et donc c'est une vraie pause entre janvier, c'est une question de santé publique, et après, après avoir finalement, en vérité, ce qui s'est passé, c'est que le président de la République avait bloqué en quelque sorte l'initiative qui avait été lancée par Santé publique France à notre demande. Bon, c'est pas très grave, ça nous a donné beaucoup de visibilité et beaucoup de regard de la presse. C'est un moyen, donc, je le répète, ludique, de lancer une campagne de prévention primaire, c'est-à-dire une prévention à l'adresse du grand public qui n'est pas forcément, on n'est pas tous forcément malades de l'alcool. Ça, c'est extrêmement important. Voilà l'esprit du défi de janvier, ludique, au cours duquel on va s'éprouver en arrêtant de consommer de l'alcool, même si on n'a pas de difficulté. C'est Oui, l'esprit. c'est l'esprit. Et donc, quels sont les bénéfices d'un tel événement? Eh bien, quelle que soit la manière avec laquelle on consomme, on va rapidement, en arrêtant de consommer, mieux dormir, perdre du poids, réguler sa tension artérielle, avoir plus d'énergie, on va être mieux concentré. Pour certaines personnes, la couleur de la peau va changer pour ceux qui ont une consommation importante. La perte de poids, je l'ai dit, des économies, parce qu'on ne se rend pas compte, mais un peu comme le tabac, l'alcool, c'est un budget. Une consommation d'alcool plus maîtrisée après pour ceux qui étaient dans l'excès ou bien dans l'usage nocif, et puis une baisse de la consommation sur le reste de l'année. Là, ça a été montré, des études l'ont montré, notamment pour nos collègues anglo-saxons qui ont plus de recul que nous, plus d'ancienneté, qui l'ont montré. Bref, donc le défi de janvier, il permet de se lancer un vrai défi au mois de janvier, comme son nom l'indique, et qui permet au corps et à l'esprit de s'interroger sur sa consommation. Alors, tu nous le dis, l'Angleterre a démarré tout ça bien avant nous. Pourquoi cette prévention est aussi difficile en France? Eh bien, les Anglais ont le whisky, nous on a le vin, hein, c'est culturel. Et puis, la consommation d'alcool, elle est conviviale, elle est festive. C'est pour ça qu'on le fait au lendemain des fêtes qui sont importantes, en lien avec nos traditions. Et la France, évidemment, comme je l'ai dit, produit de l'alcool et du vin en particulier, qui fait partie de notre patrimoine. Alors, évidemment, le lobby des alcooliers
ils n'aiment pas ce mot, mais c'est la vraie, est très puissant en France. Il dicte pratiquement toutes les lois et les attitudes en lien de plus ou moins lointain avec la consommation d'alcool et du vin. Figure-toi, Eric, que nous sommes le troisième pays des pays de l'OCDE où là, on a la plus grande consommation d'alcool. On est maintenant devant les Russes, alors que les Russes avaient un gros problème. Ils ont mis en place une stratégie radicale pour maîtriser la consommation d'alcool. La prévention, comme son nom l'indique, est capitale. Elle permet de s'affranchir de nos représentations et de montrer l'alcool tel qu'il est. C'est quand même un produit qui est à l'origine d'une soixantaine de maladies, dont une grande partie sont des maladies cancéreuses. C'est un produit subtil qui procure du plaisir, du bien et de la convivialité, mais qui en même temps, au passage, produit des dégâts. Il produit des dégâts sur la santé, sur la vie personnelle, et puis c'est le sujet sur la vie professionnelle. Absentéisme, perte de décision ou bien prise de décision altérée, baisse de la concentration, des relations conflictuelles avec les collègues, des personnes caractérielles parfois, une désorganisation du travail, même si on ne consomme pas tous les jours et beaucoup. Donc, et dans le pire des cas, des accidents du travail qui peuvent intervenir alors qu'on a consommé, qu'on n'a pas le droit de consommer sur le lieu de travail. Voilà. Bref, sans pour autant passer sur l'abstinence complète, c'est une source de conflit, de problèmes pour soi et pour son entourage. Très bien, merci beaucoup Amine. Peut-être tu peux nous rappeler ce que c'est que l'éthanol, cette substance Euh, à la base de cette ouais, addiction. ben, l'éthanol, c'est la molécule addictogène qui est présente dans l'alcool. On voit ici la, l'acide chimique. Elle est produite lors du processus de fermentation de l'alcool. C'est la concentration en éthanol qui fait ce que le titrage, qui va déterminer la teneur ou le titrage en alcool d'une boisson alcoolisée. Il est également utilisé dans l'industrie pour produire des solvants ou encore des carburants. Voilà, c'est ça l'éthanol. Et donc, on peut le retrouver partout et parfois là où on l'attend le moins. Et est-ce qu'il y a des alcools qui sont plus toxiques que d'autres? Alors, je le dis, hein, ce qui est important, ce n'est pas la robe, mais c'est la teneur en alcool. Donc, on fait souvent cette fausse représentation des alcools forts. Non, en vérité, c'est la teneur en alcool. Ce qu'on retrouve par exemple, dans un verre de bière, de vin, une dose de whisky ou bien de vodka, c'est la même teneur d'alcool qui compte. Hein, y compris, par exemple, sur des alcools sucrés ou bien des alcools tels que le cidre. Hein. Dans chacune de ces boissons, c'est cette molécule d'alcool qui est responsable, et d'éthanol qui est responsable du problème. Que vous preniez du Pétrus ou bien du gros vin, c'est la même chose. L'un n'est pas plus ou moins nocif qu'un autre. Hein. Par exemple, un demi de bière équivaut à un verre de vin qui équivaut à 3 centilitres de whisky, un pastis, c'est 10 grammes d'alcool. Voilà, OK? Très bien, très clair, très clair. Tous les alcools sont identiques. Et on entend souvent parler également d'effets bénéfiques sur la santé de l'alcool, du vin en particulier. Alors là, c'est le grand débat entre nous et le reste, entre le sud-ouest et le reste de la France. Je suis provocateur. Eh bien, évidemment que non, c'est une idée reçue car de nombreuses études ont été publiées pour montrer un soi-disant bénéfice d'une consommation modérée de vin, notamment sur le cœur, mais en vérité, c'est les bénéfices, entre guillemets, quasi hypothétiques, versus les dommages engendrés par la consommation. Donc, les résultats de ces études proviennent souvent, hélas, pas toutes, mais souvent du lobby de l'alcool, qui les met beaucoup en avant. On a connu ça avec le tabac, hein, voilà. Et puis, en réalité, aucun type d'alcool n'est bon pour la santé. Hélas, même le vin, même si c'est un produit que nous aimons ici. Oui, alors justement, il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas boire de vin, mais de le faire avec une consommation modérée. C'est quoi une Ah, consommation d'alcool raisonnable? bah, on a les repères, les repères de consommation d'alcool préconisés en France depuis 2017, on les connaît maintenant. C'est 2 verres de jour maximum. Ne pas consommer de l'alcool tous les jours. On dit par exemple sur 10 jours, il faut faire une pause de 2 jours et ces repères de consommation sont issus Santé publique France à la faveur des travaux. Et puis il y a un très beau rapport qui est sorti de l'INSERM. Que les choses soient claires, moi je suis un consommateur de vin, je ne devrais pas le dire, mais c'est pas ça le but. Le but c'est de savoir maîtriser et d'éviter les dommages liés à un vrai moment de plaisir. Mais il y a des règles, si on respecte, on diminue le risque d'émergence des problématiques liées à la consommation d'alcool. Et, et contrairement aux idées reçues, les risques pour la santé d'une consommation existent déjà parfois des consommations qui est en deçà hein, des repères. Donc l'ensemble
de ces éléments permet d'avoir une orientation précise. Est-ce qu'il y a un type de consommation qui induit plus de risques que d'autres? Bonne question, Eric. La précocité de consommation est un élément très important que l'on trouve dans toutes les addictions. Et avec l'alcool, plus précisément, hein, puisque la consommation d'alcool, elle a un effet de tropisme au niveau cérébral, et elle vient perturber la maturation du cerveau et il a une vraie toxicité. L'âge moyen de consommation se situe autour de 14 ans. Donc c'est très jeune et le cerveau est encore en maturation puisqu'il finit de maturer à l'âge de 22-23 ans. Donc, on a actuellement des adolescents qui ont des ivresses importantes entre 11 et 12 ans. Donc, il faut l'avoir en tête. Et puis, il y a l'effet de binge drinking, ce qu'on appelle les consommations importantes, là, et qui se définissent comme une alcoolémie qui tourne entre 0,5 et 0,8 de grammes d'alcool pur dans le sang, avec une consommation rapide en moins de 2 heures. Il y a aussi l'effet, ce qu'on appelle les consommations à but thérapeutique. Et donc là, il faut faire attention. C'est lorsque les personnes trouvent dans la consommation d'alcool une réponse inadaptée à leur mal-être existentiel, l'anxiété, la timidité. L'alcool devient un anxiolytique. Donc ce type de consommation expose finalement à une répétition d'expériences et augmente et devient un facteur de risque pour devenir évidemment addict et présenter plus tard les risques somatiques liés au contact avec le produit alcool, l'éthanol que l'on a vu tout à l'heure. La recherche d'ivresse aussi par des alcoolisations ponctuelles importantes, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour rappel, le binge drinking, je l'ai dit tout à l'heure, parce que je me suis fait une note, donc je l'ai dit. Donc, voilà les écueils et les risques liés à la consommation d'alcool et l'importance de rappeler ces éléments. Si on est dans le cadre que je viens de citer, on diminue grandement les risques finalement, de dommages liés à la consommation d'alcool en maintenant, c'est un plaisir rien, ce plaisir. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Amine. Alors pour l'instant, on a vu plus largement ce que c'était que les addictions à l'alcool, avec bah, la jeunesse qui peut être touchée, avec des phénomènes de binge drinking et d'alcoolisation excessive. Quelques chiffres quand même pour rappeler la réalité qui existe en entreprise. Alors, il est paru en début d'année ce qui s'appelle la cohorte Constance. J'explique rapidement la cohorte Constance, et puis Amine, s'il y a des compléments, n'hésite surtout Ouais. pas. Mhm. C'est une étude qui a été faite sur 200 000 personnes en situation de travail. Donc, on exclut vraiment les gens en dehors du monde du travail. On ne se concentre que sur les chiffres du travail. Et donc sur 200 000 personnes, donc, ce qui est très largement représentatif. Et on s'aperçoit sur ces chiffres que près de 20% des hommes sont concernés par un usage dangereux de l'alcool et tout de même 8% des femmes. On pourrait penser que les femmes sont moins concernées. Alors elles le sont moins, mais elles le sont tout autant. Et 20% de personnes, cela veut dire, cela signifie que dans toute entreprise, dès qu'on est avec quelques salariés, on va avoir un certain nombre statistiquement, un certain nombre d'hommes ou de femmes qui vont avoir un usage dangereux de l'alcool. Alors, parmi cette cohorte constance, il y a également des études qui ont été faites par catégorie d'âge. Donc, on voit bien évidemment que les jeunes, notamment les jeunes hommes entre 18 et 35 ans, vont avoir un risque à hauteur de 30%. Donc, c'est un jeune sur trois confronté à potentiellement un usage dangereux de l'alcool. Et puis, alors, on va trouver les employés, les ouvriers. Et puis, on va trouver également, à l'opposé, les femmes cadres qui, elles, vont être également touchées à plus de 10%, pour très certainement supporter la pression, ce que tu disais tout à l'heure, hein, gérer le stress et les différentes tâches de travail. Donc, on voit bien que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, que ce soit les employés, que ce soit les cadres, les hommes, les femmes, on est tous concernés par ça. Et on a dans la deuxième partie du tableau les chiffres sur le binge drinking, et où on voit de la même manière, alors d'une manière moins importante, mais on voit tout de même que 27% des hommes, 11% des femmes connaissent des épisodes de consommation excessive d'alcool, d'API, au moins une fois par mois. Et on verra peut-être tout à l'heure également les conséquences de cette consommation, de cette surconsommation. Voilà, le message qu'il faut retenir dans ces chiffres, c'est que dans toute entreprise,
on va avoir des gens qui vont être concernés et c'est un sujet qui doit nous interpeller pour pouvoir mettre en place des actions de prévention. Je vais donc demander à Gaël quelques questions sur justement comment et pourquoi, en tout cas revenir sur ces questions-là, pourquoi se préoccuper de la question de l'alcool dans le cadre du travail? Oui. Alors juste avant, Eric, il y avait dans le chat une petite suggestion. Les chiffres en bas sur la slide précédente sur du coup la cohorte n'étaient pas visibles. Alors je pense qu'on transmettra peut-être les informations. Christelle peut-être qui doit nous écouter, si elle peut mettre en plein écran peut-être. Je pense que c'est lié à ça. On voit les âges. On ne voit pas l'image. Exactement. Non, on ne voit pas le dernier chiffre en fait, Christelle. Donc on pourra vous mettre peut-être dans la conversation. Merci en tout cas Gaël de le faire remonter. Je mettrai en lien avec le replay la totalité de la cohorte Constance et vous trouverez tous les chiffres concernant les addictions en entreprise. Il y a l'alcool, mais il y a également tous les autres, cannabis, usage des médicaments, etc., etc. Donc je repose ma question, Gaël. Pourquoi se préoccuper de cette question dans le cadre du travail? Alors, c'est vrai que les enjeux dans le cadre du travail sont assez nombreux quand même autour de cette question de consommation d'alcool, pas que d'alcool, mais d'alcool en particulier, parce que c'est culturel comme on l'a vu. Donc, d'abord, des enjeux de sécurité. Donc, c'est souvent d'ailleurs ce qui va mobiliser les entreprises sur cette question, donc avec des risques d'accidents du travail, d'accidents de trajet. Donc, l'alcool est souvent traité dans le document unique ou en tout cas réfléchi comme un facteur aggravant des risques professionnels qui existent déjà dans le cadre du travail. Donc, c'est souvent abordé de cette manière-là. Il y a aussi des enjeux de qualité du travail, donc avec aujourd'hui beaucoup de pression pour les entreprises autour des services après-vente, des normes ISO, etc. Donc l'alcool trouble la concentration, on l'a vu, la précision des tâches, le jugement critique. Donc pour des métiers de précision, c'est vraiment un facteur important. Des enjeux RH, donc c'est aussi un motif pour les entreprises pour s'engager dans des démarches de prévention avec des retards assez récurrents qui peuvent être observés, de l'absentéisme, voire des formes de présentéisme. Des enjeux de performance. L'alcool, c'est un produit qui va troubler les capacités de mémorisation et d'apprentissage, d'adaptation à différentes tâches. Et le monde du travail évolue et évolue vite en ce moment, depuis déjà un certain nombre d'années. Il faut s'adapter à des nouvelles méthodes de travail, à des nouveaux logiciels, à des nouvelles organisations. Et donc, ça nécessite des adaptations assez permanentes pour les salariés. Donc, en termes de performance, c'est un produit qui va vraiment perturber et entraîner des troubles cognitifs. Des enjeux de santé, que ce soit au niveau physique ou psychique, et puis des enjeux culturels et sociaux. Donc la santé de manière globale, sur tous les pans de la santé, physique, psychologique et sociale va être touchée. Et puis des enjeux évidemment de responsabilité. Donc ça, c'est souvent aussi un moteur important dans les démarches de prévention dans l'entreprise, et on y reviendra plus précisément après. Tout le monde peut engager sa responsabilité, que ce soit au niveau civil ou au niveau pénal. Donc ça, c'est un élément vraiment important. On est tous acteurs dans l'entreprise. Voilà. Et alors, ce qui est compliqué, c'est que faire coïncider les intérêts de tous les acteurs de l'entreprise, mais aussi de ses partenaires extérieurs, de ses clients, des entreprises prestataires, des services de santé au travail, c'est pas toujours facile. Voilà, parfois les enjeux de productivité sont importants et du coup les enjeux de sécurité sont un peu moins perçus comme importants, et du coup à l'intérieur de l'entreprise il peut y avoir un peu des dissonances entre les différents services, les services prévention et puis les services RH, les services de production. Donc ça nécessite de se mettre à un moment donné autour de la table et de construire collectivement une démarche de prévention où on va tous s'y retrouver, quels que soient les services dans lesquels on travaille. Donc pour que ça fonctionne, on a besoin de faire travailler toutes les parties prenantes ensemble et surtout qu'il y ait un engagement assez fort de la direction. Merci Gaël. Donc c'est un point très important. Une deuxième raison pour laquelle cette question est peut-être difficile à aborder, c'est qu'on est toujours à la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Alors comment aborder cette question?
Oui, c'est un élément qui revient très souvent dans les sollicitations d'entreprise, comment ne pas aller trop loin et en même temps faire de la prévention et mettre ce sujet sur le tapis, qui est un sujet de société. Donc la consommation d'alcool, on l'a vu juste avant avec Monsieur Benyamina, la consommation, elle est culturelle et sociale. Donc c'est vrai qu'elle est associée à la convivialité, à la fête, au lien social, en France en particulier, mais pas que. Et donc ces conséquences sont souvent déniées et sous-estimées. Et dans le cadre du travail, la consommation d'alcool, qu'elle soit ponctuelle, et on l'a vu, ou chronique et très régulière, va amener des modifications de comportement. C'est le propre même de l'alcool. Si on le boit, c'est qu'il produit des effets sur nous. Donc, il nous aide à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire habituellement. Il modifie nos comportements. La plupart du temps, c'est plutôt festif et convivial. Et puis, parfois, ça peut être des comportements qui sont moins faciles à vivre en entreprise. Et puis, il va modifier aussi nos émotions, notre manière de réagir aux situations, nos capacités d'empathie. Donc, il va entraîner un certain nombre de troubles qui sont des troubles effectifs, cognitifs ou sur la santé au niveau relationnel. Ça va augmenter l'impulsivité, l'émotivité. Voilà. Donc, si vous avez connu dans vos entreprises des difficultés autour de l'alcool, c'est des choses qui reviennent assez souvent. Donc, l'attention est perturbée, le raisonnement, l'organisation, la planification, la capacité qu'on a à s'adapter aux situations et au niveau relationnel, la planification, l'autocontrôle, et puis notre capacité à intégrer des informations qui viennent de l'extérieur et à avoir de l'empathie pour les autres. Et donc ça, c'est vraiment un élément important qui justifie que l'entreprise se préoccupe de l'alcool, parce que quand les troubles liés à la consommation d'alcool viennent se jouer sur la scène du travail, comme ce serait le cas au niveau scolaire, dans les établissements scolaires, on avait une question sur l'université, c'est à cette scène-là d'en faire quelque chose. Donc le travail est tout à fait légitime et l'entreprise est tout à fait légitime pour se préoccuper de la question des consommations dès lors que des troubles sont observés dans le cadre du travail. Donc le but, c'est pas d'aller faire des diagnostics sur l'état de santé de la personne et faire des diagnostics à la hâte au niveau médical. C'est pas non plus d'aller investiguer les consommations que les personnes vont avoir dans leur vie privée, leur vie intime. C'est vraiment de se préoccuper de ce qui vient se jouer sur la scène du travail. Tout à fait. Donc, on va partir sur les faits en entreprise, le risque en entreprise. Et comment va-t-on structurer cette démarche de prévention, puisqu'on va être véritablement dans de la prévention à partir du moment où on s'y intéresse d'une manière globale. Voilà, c'est ça. On part sur des éléments factuels qui viennent se jouer du côté du travail. Donc ça, c'est vraiment le principe de base des démarches de prévention qui vont être menées. Donc la prévention en entreprise, elle peut utiliser plusieurs modèles. Donc l'OMS a défini des modèles de prévention primaire, secondaire, tertiaire, qui sont des modèles qui sont très centrés sur la maladie. Donc primaire en amont de la maladie et voilà, secondaire au tout début de la maladie et puis tertiaire une fois que la maladie est installée pour faire face et vivre avec la maladie. Ces modèles-là, ils ne parlent pas forcément dans le cadre du travail. Donc, on peut utiliser un autre modèle qui est aussi intéressant, qui vient de Thomas Gordon, donc le modèle de Gordon, qui précise qu'on peut travailler sur de la prévention universelle, c'est-à-dire de la prévention qui s'intéresse à toute une population générale, donc dans le cadre du travail, à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc, il y a de la prévention qui s'intéresse à tous les salariés de l'entreprise, quel que soit leur état de santé, quelle que soit leur consommation, quelle que soit leur problématique, tout le monde est concerné. Donc, il y a un premier niveau de prévention qui doit s'adresser à tous dans l'entreprise, c'est la prévention universelle. Ensuite, il peut y avoir une prévention qui va être plus sélective et qui va aller sélectionner des groupes de population spécifiques par rapport à des situations de vie spécifiques. Et donc là, dans le monde du travail, par exemple, on pourrait avoir de la prévention qui est beaucoup plus spécifique, par exemple, sur les personnes qui occupent des postes à risque. Donc pour les personnes qui occupent des postes à risque, on va prendre des mesures de prévention spécifiques sur ces postes-là qu'on ne va pas appliquer sur toute la population de l'entreprise. Donc ça, par exemple, ça peut être l'exemple des contrôles d'alcoolémie ou des contrôles stupéfiants qui peuvent, dans l'entreprise, se déployer, mais sur des postes particuliers avec des risques spécifiques. Et puis, on peut aller encore un peu resserrer l'entonnoir encore un peu plus et aller faire de la prévention ciblée, c'est-à-dire pour des personnes qui ont été repérées justement avec des troubles du comportement dans le cadre du travail, des troubles du comportement qui peuvent faire référence à des consommations d'alcool. Pour ces personnes-là, on va prendre des mesures de prévention vraiment ciblées, un peu comme si on avait une indication médicale, et on va faire une prévention vraiment à la carte pour accompagner ces personnes-là
notamment vers les services de santé, on y reviendra tout à l'heure. Donc cette prévention ciblée qui va permettre d'accompagner vraiment des personnes repérées, on ne va pas la déployer sur l'ensemble des salariés, des collaborateurs d'entreprise. Elle va vraiment être pour les personnes qui ont été repérées comme ayant eu des troubles du comportement ou avec une qualité de travail qui se dégrade, des difficultés relationnelles avec l'équipe, etc., etc. Donc, on a repéré des éléments factuels et de ces éléments factuels, on va en faire quelque chose et on va prendre des mesures de prévention ciblées. Voilà. Donc, en entreprise, ça peut permettre de structurer vraiment une démarche de prévention, donc avec voilà, un premier volet de prévention qui s'intéresse à tout le monde, un deuxième volet sur un certain nombre de services ou de postes identifiés comme plus à risque, et puis après, une prévention vraiment ciblée sur des personnes qui peuvent présenter des difficultés dans le cadre du travail. Et alors, cette prévention, ce qui va aussi être un élément important, c'est que il va y avoir toutes les mesures de prévention qu'on va prendre, mais ça va devoir s'articuler aussi avec des mesures managériales et d'organisation du travail, et puis des mesures d'accompagnement vraiment en articulation avec le service de santé au travail qui prendra le relais sur tous les aspects santé pour justement pas aller trop loin du côté de la vie privée des personnes et garantir le secret médical, ce qu'on voyait à la question précédente. Donc là, il faut travailler avec des partenaires sur ce volet-là. Merci beaucoup, Gaël. Donc, bien retenir hein, ces trois niveaux de prévention. Dès qu'on parle prévention en entreprise, on peut se poser la question du retour sur investissement pour l'entreprise. Est-ce que tu as des éléments sur le retour sur investissement? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une étude récente là, qui a été publiée par l'OFDT sur le coût social annuel de l'alcool, alors des drogues en général, mais aussi de l'alcool en France, donc qui représente un coût social extrêmement important, hein, de 120 milliards d'euros, dû essentiellement aux pertes de vie humaine, hein, 49 000 décès par an liés à l'alcool, mais aussi liés à la dégradation de la qualité de vie et aux pertes de production dans le cadre du travail. On perd des journées de travail, ça a été évoqué plus haut avec l'absentéisme. Donc l'alcool a un coût important pour les finances publiques qui n'est pas compensé par les taxes et les recettes, notamment sur les taxes. Les recettes, elles sont liées essentiellement aux taxes et aux gains des retraites économisées, vu que les personnes qui décèdent de l'alcool décèdent en général avant 65 ans. Et donc ces gains-là, ces recettes ne compensent pas du tout les investissements en matière de santé et de prévention. À l'échelle de l'entreprise, on a eu deux études, alors c'est assez difficile à suivre, mais deux études assez intéressantes qui ont été publiées il y a quelques années. Une de l'AISS, donc c'est l'Association internationale de sécurité sociale, qui est portée sur 300 entreprises de 15 pays, donc pas uniquement françaises, et puis une deuxième enquête qui a été menée par l'OPP-BTP auprès d'un volet d'entreprises en France, mais de toute taille, du BTP, et qui a étudié 101 actions de prévention. Et ces deux études, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles ont démontré, toutes les deux, elles ont obtenu les mêmes chiffres, c'est que quand on investit dans le monde du travail pour la prévention, alors ce n'était pas centré que sur l'alcool, c'était la prévention en général, mais quand on investit 1 euro dans la prévention, autour de la santé et la sécurité de ses collaborateurs, on a un retour sur investissement, un rendement moyen de la prévention de 2,2. Donc ça, c'est quand même très... Voilà, les avantages sont importants. Donc c'est vrai qu'il faut de plus en plus inciter, et on sait, notre modèle de santé, il est très centré sur le curatif et pas suffisamment sur la prévention. Or, le retour sur investissement de la prévention, il est important. C'est très clair. Merci de ce chiffre. Je pense qu'il est à retenir. Un rapport supérieur à 2 au niveau retour sur investissement de la prévention. Est-ce que tu peux nous donner quelques actions à entreprendre justement pour sensibiliser les collaborateurs au risque de l'alcool? Oui, alors c'est un sujet qui reste très tabou, l'alcool, hein, mais il est extrêmement commun. En France, la consommation, elle est culturelle, on l'a vraiment vu. Et malgré tout, ça fait partie des sujets qui restent extrêmement tabous à aborder. Finalement, c'est beaucoup plus facile de parler de sa consommation de tabac, de parler même de la consommation de cannabis dans une certaine mesure, ou des stupéfiants, que de parler de la question de l'alcool. Il y a quelques comportements addictifs comme ça qui sont très tabous. Et donc, le principe, c'est qu'il faut mettre le sujet sur le tapis. Il faut qu'on puisse libérer la parole, et ça, c'est un enjeu fort de la prévention. Il faut qu'on puisse se retrouver collectivement et mettre le sujet sur le tapis et apprendre à en parler
parler et en parler sereinement et tranquillement, sans avoir des schémas de honte comme ça qui s'activent, voilà, où on se dit si on en parle, c'est qu'on doit avoir un problème, donc il vaut mieux pas en parler et se cacher. Et donc il faut qu'on puisse organiser des actions collectives pour aborder ces questions-là, se retrouver autour d'une table, dans une pièce, et pendant quelques heures, échanger autour de ce sujet. Donc ça peut être l'occasion de sessions de sensibilisation, donc c'est un élément très important. Donc on peut avoir des actions de sensibilisation où on va voir l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise et on va lever justement le tabou, libérer la parole, et on voit très bien au fil d'une heure, 2 heures, 3 heures, les personnes se libèrent et parlent de plus en plus facilement au fil de la séance. Donc en général, les personnes viennent à reculons et puis voilà, au bout de quelques dizaines de minutes, trouvent que c'est quand même intéressant de pouvoir aborder le sujet et repartent en étant soulagés d'avoir pu en parler d'ailleurs, donc c'est assez intéressant. On peut participer à des journées santé-sécurité, donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui organisent des journées santé-sécurité, des quarts d'heure sécurité, donc c'est aussi l'occasion d'amener ce sujet-là, entre autres sujets, hein, c'est pas le seul, donc ça permet en tout cas de faire parler du sujet, de faire connaître aussi les lieux ressources et les structures d'aide localement, les structures que les personnes peuvent contacter à l'extérieur de l'entreprise. Ce qui est très intéressant et qui est vraiment assez efficace, un levier important de prévention dans une entreprise, c'est quand on forme l'encadrement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est aussi beaucoup demandé, et notamment l'encadrement de proximité, les managers de proximité, qui en général sont ceux qui à la fois repèrent les troubles, et les troubles assez précoces, qui ont l'intuition que là, il est en train de se passer quelque chose au sein d'une équipe pour une personne, et qui sont mal à l'aise dans la gestion de ces troubles, justement, pour la question qu'on a évoquée précédemment, de vie privée, vie professionnelle, jusqu'où on va, est-ce qu'on en parle, comment on en parle, c'est surtout ça la question, comment est-ce qu'on aborde cette question-là avec un collaborateur, sans le braquer, sans faire de mal. Donc la formation de l'encadrement, c'est un élément très important. Et puis on peut former aussi d'autres personnes clés dans l'entreprise, donc les préventeurs quand les entreprises ont des services prévention, les représentants du personnel, évidemment, qui participent beaucoup à la politique de prévention dans l'entreprise, le service social du personnel si l'entreprise adhère à un service social, et puis travailler avec le service de santé au travail, et puis toutes les personnes qui travaillent au service RH. Donc, on peut mettre à disposition des supports, on peut faire connaître les structures d'aide extérieure, faire des campagnes d'information et puis relayer les grandes campagnes nationales qui vont être diffusées. Donc, actuellement, on est dans le mois sans tabac là, qui se termine d'ici demain. En janvier, il y aura le défi de janvier. C'est vraiment l'occasion pour l'entreprise aussi d'affirmer sa politique de prévention santé, de relayer ces grandes campagnes nationales. Tout à fait. Et puis, ce sont quelques exemples, mais s'il y a des questions à la fin, on pourra aussi. Bien évidemment. Juste pour compléter ce que tu disais très bien, pour éviter de stigmatiser les gens, en fait, les chiffres de la cohorte Constance permettent de dire que toute entreprise, statistiquement, va être concernée et qu'il ne faut pas avoir identifié tel ou tel collaborateur pour commencer à en parler. C'est vrai que cette base de chiffres permet d'aborder sereinement la question et sans viser telle ou telle personne. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Les démarches, elles démarrent souvent, comme tu dis, suite à un fait, une situation un peu compliquée ou une personne vraiment repérée. Et à partir de là, on construit une démarche de prévention. Et du coup, c'est vrai que l'enjeu, c'est d'inverser un peu la vapeur et de se dire qu'on fait une base de prévention pour tout le monde. On n'attend pas qu'il y ait des problèmes. Et puis voilà, après, on s'occupe des personnes qui sont en difficulté. Mais c'est vrai que c'est souvent, comme tu l'évoques, dans le sens inverse. Voilà. Merci. Petite question, parce que on parle depuis tout à l'heure que c'est également culturel, l'alcool. Donc comment dans une démarche de prévention, comment on gère quand même tous ces moments de convivialité et les pots en entreprise? Oui, alors ça, c'est un vrai sujet. Hein. Beaucoup d'entreprises, en réglementant un peu différemment dans leur règlement intérieur et en supprimant la possibilité de faire usage d'alcool et de consommer de l'alcool au moment des pots, ont finalement retiré les moments de convivialité. Donc, pour retirer l'alcool, on a retiré les moments de convivialité. Mais pour être bien au travail, on a besoin aussi de moments de convivialité et de moments où on peut partager des moments sociaux ensemble. Et donc ça, c'est un élément important. Le
but, c'est pas de retirer ces temps conviviaux. Donc, la présence d'alcool est possible dans le cadre des pots. Ça dépend du règlement intérieur de l'entreprise. Donc, selon jusqu'où va le règlement intérieur de l'entreprise, soit l'alcool peut être débité pendant une organisation festive, soit il ne le peut pas si le règlement intérieur stipule que c'est zéro alcool dans l'entreprise. Donc, si jamais le règlement intérieur ne va pas plus loin que le Code du travail et que l'alcool est proposé à l'occasion de certains pots, de manifestations particulières, il est possible du coup de se mettre à quelques éléments de prévention. Donc, par exemple, proportionner la quantité d'alcool qui va être débitée à l'occasion de ce pot ou de cette manifestation au nombre de convives. Donc, c'est vrai que culturellement, on avait tendance à avoir de l'alcool à profusion, quel que soit le nombre de personnes présentes. Donc, on essaye de calculer 1 ou 2 verres par personne. On voit à peu près le nombre de personnes qui sont invitées à cette manifestation et on adapte les quantités d'alcool qui vont être débitées. On va prévoir des alternatives et ça c'est aussi un élément important, c'est que dans beaucoup de pots, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives à l'alcool, ce qui pousse quand même pas mal à la consommation, y compris des personnes qui n'étaient pas forcément dans une démarche d'aller boire à ce moment-là. Et donc ça, il faut des alternatives qui soient à la fois en quantité suffisante, mais aussi attractives. C'est vrai que quand il y a des très bons alcools sur un pot, une manifestation d'entreprise, des alcools vraiment de qualité, et qu'en parallèle, en boissons non alcoolisées, on a des boissons qui ne sont pas très attractives, ce n'est pas une vraie alternative. Il faut pouvoir prévoir de quoi manger, donc ça c'est un élément vraiment important, manger en même temps ou avant d'avoir consommé de l'alcool. Donc ça, il faut prévoir des casse-croûtes et pas uniquement 3 cacahuètes. Prévoir aussi de raccompagner les personnes, donc des systèmes de raccompagnement si c'est vraiment une manifestation qui est organisée. Donc il y a des entreprises qui mettent en place des systèmes de bus, de taxis, de SAM, une organisation interne et en tout cas qu'avant le pot, les personnes soient invitées à se poser la question de leur retour à domicile. Donc, c'est un élément important. Et puis, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait si, à l'occasion du pot, on a une personne qui manifestement est déjà un peu alcoolisée pour refuser de servir plus. Parce que là l'organisateur du pot et de la manifestation engage sa responsabilité pénale à cette occasion-là. Donc, c'est très important qu'à un moment donné, on puisse refuser de servir une personne qui est déjà manifestement alcoolisée. Et donc, comment est-ce qu'on dit ça? Qui le dit? Et donc ça pose des questions en termes d'organisation du pot, qu'il faut s'être posé avant d'en arriver à être dans la situation. Merci Gaëlle. Justement, tu es sur la responsabilité de l'organisateur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la loi concernant la consommation d'alcool dans le cadre du travail? Oui, on vous a mis quelques articles de loi là sur le support parce que ça, c'est une question qui revient extrêmement fréquemment dans les projets en entreprise. Alors, ce qu'il faut rappeler d'ailleurs, c'est que dans le monde du travail, il y a une obligation de sécurité qui est très forte pour le chef d'entreprise, donc pour l'employeur, et par délégation de pouvoir pour toute la lignée hiérarchique. Donc, c'est vrai que pour l'employeur et l'encadrement, l'obligation de sécurité pèse assez lourdement sur eux. Par contre, il y a aussi une obligation de prudence qui concerne tous les salariés de l'entreprise. Et ça, c'est un peu oublié parfois pour les salariés de l'entreprise qui ont l'impression que la responsabilité, c'est le patron. Et que eux, en tant que collègues de travail, ne sont pas responsables de ce qui va se passer pour leurs collègues. En réalité, si. Donc, l'obligation de prudence, elle pèse sur chacun de nous à partir du moment où on est salarié de l'entreprise. Donc, le code pénal, il précise vraiment ça. La mise en danger d'autrui constitue un délit. Donc, tout à chacun, quand on consomme et qu'on met en danger d'autres personnes, on engage notre responsabilité. Mais on l'engage aussi si on ne porte pas assistance à personne manifestement en danger. Donc, cette obligation de prudence, elle est vraiment importante. Du côté du travail, donc il y a quelques articles de loi qui sont vraiment importants. L'employeur est tenu de mettre à disposition de l'eau potable et fraîche pour tout le personnel. Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre, le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Donc, cet article est très ancien, on a du mal, on ne peut pas le rénover parce que c'est trop culturel. Donc, il a pour but de favoriser les alcools produits en France et fermentés, contrairement aux alcools distillés. Alors, depuis 2014, les entreprises ont la possibilité d'aller plus loin que le Code du travail et interdire totalement l'usage d'alcool dans le cadre du travail. Donc, le règlement intérieur peut aller plus loin que ça.
Et puis l'article le plus important qui nécessite une organisation et des procédures de gestion des troubles du comportement, c'est que le Code du travail précise qu'il est interdit de laisser entrer dans le cadre du travail ou séjourner, si on n'a pas vu au moment de l'entrée dans le cadre du travail, ou séjourner dans le lieu de travail des personnes qui sont manifestement en état d'ivresse. Donc ça, c'est un élément important. Ça veut dire que toute personne qui arrive ou qui est perçue à un moment dans le cadre de sa journée de travail comme ayant des troubles du comportement qui laissent à penser un état d'ébriété, lié à l'alcool ou lié à d'autres choses d'ailleurs, on doit assurer la sécurité de cette personne. Donc ça veut dire un certain nombre de procédures de gestion de ces troubles du comportement. Très bien. Justement, si on enchaîne dessus, comment on peut repérer un collaborateur en difficulté? Quels sont les signes ou les symptômes? Je vois qu'il y a quelques questions sur le côté, vu qu'on est déjà un petit peu en retard par rapport au timing, on les prendra à la fin. Donc, mais vous inquiétez pas, continuez à poser vos questions, on les prendra juste après. Donc oui, Gaëlle, comment accompagner? Comment repérer d'abord? Oui, alors il existe un certain nombre de troubles que beaucoup connaissent, hein, donc de l'absentéisme répété, on l'a évoqué, ça peut être un état général qui se néglige, donc ça c'est des éléments qui sont souvent rapportés, un repli sur soi, une mise à l'écart de l'équipe, un non-respect de procédures, des oublis répétés, des prises de risques très manifestes, une baisse de la vigilance ou alors de la compréhension, donc des personnes qui comprenaient très bien les procédures avant et puis on sent qu'il commence à y avoir des troubles, des problèmes de mémoire, des répétitions d'incidents, d'accidents bénins, de presque accidents, mais qui se répètent et du coup là qui quand même laisse à penser qu'il y a des troubles du comportement, des difficultés financières récurrentes avec des demandes d'avance sur salaire, ça peut être des signes importants. Et puis, ça peut être des signes plus physiques, hein, une haleine, une odeur, une haleine fortement imprégnée d'alcool, des troubles de la coordination, d'équilibre, des signes d'endormissement, de perte de vigilance, le regard aussi hagard, à certains moments un peu bloqué, l'élocution, troubles de l'élocution et des propos incohérents, de l'agressivité. Donc, c'est vrai que la liste des signes comportementaux et physiques, elle est très importante, cette liste. Pour autant, ce n'est pas des signes qui sont spécifiques qu'à la consommation d'alcool. Donc ça, il faut être vigilant. On ne peut pas dresser un diagnostic comme ça à la hâte sur la base de ces signes. Par contre, c'est des signes manifestes. Et du point de vue du Code du travail, dès lors qu'on est dans des signes manifestes, l'employeur, et par délégation de pouvoir, et par souci collectif, on doit tous porter assistance à personnes manifestement en danger. Ces signes sont manifestes, ils nous alertent, on doit mettre en place une procédure de mise en sécurité de la personne avec sollicitation des services d'urgence, le médecin régulateur du 15, etc. etc. Oui, donc là, c'est comment accompagner ce collaborateur en difficulté. Donc, il y a l'accompagnement sur le moment, donc sur une situation aiguë. Donc là, on est vraiment sur une prise en charge, donc une prise en charge qui est vraiment très proche de ce qu'on peut voir avec les procédures de sécurité au travail, hein, par rapport aux accidents du travail. Donc, protéger, alerter, secourir. Et puis, il y a l'accompagnement plus en après-coup, à froid ou au long cours, quand on est sur une consommation qui est plus chronique. Et là, l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à être à l'aise avec ce malaise. L'alcool, ça génère un malaise dans la relation, on est mal à l'aise avec ce sujet, et donc il faut pouvoir l'aborder avec son collaborateur en entretien de manière assez tranquillisée. Donc ça, c'est un fort enjeu, apprendre à être à l'aise avec le sujet, et puis l'aborder, donc s'entretenir avec la personne, lui faire part des faits, des constatations. Donc là, le but, c'est pas de s'immiscer dans sa vie privée, ses problématiques personnelles, c'est vraiment de pouvoir dire ce qu'on voit dans le cadre du travail, laisser la personne s'exprimer sur les difficultés qu'elle peut ressentir de son côté, lui faire part des inquiétudes que l'on peut avoir par rapport à son travail et par rapport aussi au règlement intérieur, aux procédures de sécurité, etc. Évoquer la nécessité d'informer alors le manager si on est collègue de travail ou la hiérarchie si on est manager de proximité, hein, il faut parfois mettre plusieurs personnes dans la boucle. Et puis le manager peut lui solliciter, ou le service RH, selon les procédures d'entreprise, solliciter une visite à la demande de l'employeur auprès de la médecine du travail. Donc ça, c'est un élément très très important dans l'accompagnement, c'est on met la médecine du travail dans la boucle pour qu'elle puisse aller investiguer du côté de la santé globale de la personne ce qui se passe pour la personne.
Donc voilà, et on peut compléter cette proposition d'orientation aussi avec les structures ressources en addictologie. Il existe des XAPA, des centres de soins sur tous les territoires. On en parlera après. Oui, merci. Justement, vers qui orienter ce collaborateur? Comment faire pour l'orienter, pour l'aider? Donc la médecine du travail, clairement, c'est le premier relais. Et puis, il existe donc des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie dans tous les départements et sur un certain nombre de territoires. Donc voilà, la liste, on vous transmettra aussi, vous pouvez la retrouver sur Addicted. Donc la liste des XAPA est tout à fait disponible. Donc on peut orienter les personnes vers les XAPA. Après, elles font leur démarche de soins et elles peuvent tout à fait contacter un XAPA pour être suivies, qui est soumis au secret professionnel, au secret médical, donc aucun retour n'est fait à l'employeur, mais la personne, elle peut bénéficier du coup d'une prise en charge. Le service de santé au travail, c'est vraiment le premier interlocuteur de l'entreprise. Une visite à la demande de l'employeur, c'est l'employeur qui alerte le service de santé au travail sur des éléments factuels qui sont de nature à inquiéter l'employeur et qui nécessitent une évaluation en termes de santé que l'employeur ne peut pas faire, mais que le médecin du travail et son service de santé au travail peut faire. Et donc, si le service de santé après a besoin de travailler avec d'autres partenaires extérieurs, il le fera. En tout cas, le premier réflexe pour l'employeur, c'est le service de santé au travail. D'accord. Et comme tu le disais, et je vais insister dessus, sur le site d'Addicted Pro, il y a la possibilité de géolocaliser les acteurs, les addictologues proches du lieu de travail, donc partout en France, grâce à un outil sur le portail d'Addicted. Point suivant, Gaël, est-ce qu'il existe des formations pour les équipes médicales de l'entreprise, justement pour faire de la prévention sur la consommation d'alcool? Oui, les services de santé au travail peuvent se former comme beaucoup d'autres acteurs sur notamment, alors pour les médecins, il existe un DIU d'addictologie ou d'alcoolologie, donc il existe des formations vraiment spécifiques pour les professions médicales, infirmiers du travail ou médecins du travail. Il existe aussi des formations plus courtes qu'on appelle repérage précoce et intervention brève. C'est des formations qui visent justement à repérer assez précocement les personnes qui sont à risque et à proposer des accompagnements et des mesures d'accompagnement assez brèves. Donc ça s'appelle le RPIB. Et puis, il existe aussi des formations à l'entretien motivationnel, qui est une technique d'entretien qui est assez facilitante dans des sujets comme les addictions. Donc, c'est une posture d'entretien qui est importante. Donc, il existe aussi des formations à l'entretien motivationnel. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cet entretien motivationnel? Oui, qui intéresse souvent beaucoup les services de santé au travail, justement. Alors, l'entretien motivationnel, c'est une posture relationnelle et d'entretien qui a été formalisée à partir de la clinique, de la pratique de praticiens qui accompagnaient des personnes en situation d'addiction, et c'est un style de communication dans l'entretien qui est très favorable quand on est sur des maladies, des pathologies qui amènent de l'ambivalence. L'ambivalence, c'est ce qu'a présenté tout à l'heure Monsieur Benyamina, c'est quand il y a à la fois des bénéfices à consommer et en même temps, ça crée des risques et des dommages. Et les addictions et la consommation d'alcool, c'est vraiment ça. C'est qu'à la fois, c'est bon et en même temps, c'est pas si bon que ça. Et donc, quand on est dans des situations d'ambivalence, l'entretien motivationnel, c'est une posture d'entretien qui aide les personnes qui sont dans l'ambivalence à résoudre cette ambivalence pour aller vers des changements de comportement. Donc, c'est des formations qui sont assez utiles pour les services de santé au travail, les services sociaux du personnel, et aussi parfois pour d'autres acteurs, notamment les préventeurs, qui sont souvent intéressés par cette posture motivationnelle. Très, très intéressant. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Rapidement peut-être, parce que je vois que l'heure tourne, il est déjà 16h50. Rapidement, je vais vous donner un petit peu quelques rappels et quelques messages concernant Addicted et notamment Addicted Pro. Donc Addicted Pro, c'est la partie des addictions traitées en milieu professionnel. Donc vous pouvez les retrouver, il y a un site internet bien évidemment. Et comment Addicted est bien sûr impliqué dans cette organisation du défi de janvier depuis l'origine du lancement en France. C'est un site qui s'adresse à tous, aux dirigeants, aux managers, aux RH, aux collaborateurs, aux partenaires sociaux, aux services de prévention de santé. Donc véritablement adressé à toute personne dans le cadre familial.
Et puis sur ce site, on va retrouver 4 onglets. Un onglet avec des fiches pratiques qui vont aider à se renseigner, prévenir, réagir face aux addictions. On va retrouver un annuaire de tous les acteurs géolocalisés. On va retrouver également, là c'est pas écrit, on va retrouver également un forum de discussion avec des patients experts. Et puis le dernier onglet d'Addicted Pro, vous allez retrouver les tests pour faire de l'auto-évaluation, que ce soit sur votre consommation d'alcool, de tabac, d'usage du numérique, puisque là, ici, on parle d'alcool, mais également d'autres types d'addictions telles que l'usage du numérique. Donc, vous retrouvez toutes ces informations sur le site d'Addicted Pro. Voilà, et puis un dernier point, et puis après on prendra les questions parce que je vois que ça arrive toujours. Au mois d'octobre a été lancé le dispositif ESPER, dispositif lancé par la MILDECA, donc la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives. Voilà, merci. Et donc, où Addicted et la INF sont des partenaires de ce dispositif. Ce dispositif a pour objectif de briser les tabous et de mobiliser les acteurs professionnels. Concrètement, c'est une démarche d'engagement et de responsabilité de toute organisation employant du personnel, donc que ce soit de 1 salarié à 100 000 salariés, cela concerne tout le monde. Et donc, ce dispositif se construit autour d'une charte avec 2 points. Le premier, c'est l'animation d'un réseau pour faire émerger et mettre en pratique les meilleures pratiques des uns et des autres. Et puis, de l'autre côté, c'est une mise à disposition de tous les outils existants en France sur la prévention des addictions. Donc, si jamais une des personnes qui assistent aujourd'hui à ce webinaire était intéressée par ce dispositif ESPER, vous pouvez aller bien sûr sur le site de la MILDECA, mais autrement, que ce soit les équipes d'Addicted ou celles de l'AINF, seront prêts à vous accompagner à signer cette charte. Voilà, il est 16h55, on a tenu difficilement, mais tout est rentré dans l'ordre, tout va bien. Merci à Christelle et Samy qui ont eu quelques petits soucis techniques en cours. Alors, je vois une première question, je vais rappeler tout de suite. Pouvez-vous rappeler la signification de l'AINF ? C'est l'Association interprofessionnelle de France et je le disais en entrée, on a pour but la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé-sécurité au travail. Voilà. On reprend peut-être les questions dans l'ordre et puis si jamais quelqu'un veut prendre désormais la parole, je vous laisserai poser directement vos questions, soit à Amine, soit à Gaël. Pour tous ceux qui n'auraient plus beaucoup de temps, puisqu'on avait prévu de finir à 17h, le replay sera disponible d'ici quelques jours. N'hésitez pas à m'envoyer votre adresse email pour que je sois sûr du bon envoi du replay à votre attention. Donc voilà, je laisse si quelqu'un veut prendre la parole. Alors, on avait peut-être des questions dans le fil de la conversation sur… Voilà, s'il n'y en a pas. Donc, je vais prendre la première question qui était arrivée tout à l'heure et sur laquelle tu avais déjà commencé à répondre, Gaël. Et je ne sais pas si on va la compléter, mais je pense qu'elle est intéressante pour tout le monde. Si on peut considérer l'université comme étant une entreprise, quelles sont les portes d'entrée pour la prévention des conduites à risque API, échec scolaire? Donc en université, les jeunes, université, j'aurais même mis lycée, parce que je pense que c'est, comme l'a dit Amine tout à l'heure, c'est à partir de 14 ans qu'on commence à consommer de l'alcool. Donc, auprès des jeunes, c'est vrai qu'on peut avoir des stratégies de prévention diverses. Celle qui a montré une efficacité importante, c'est celle qui permet de renforcer les compétences psychosociales des jeunes, mais c'est valable aussi à tous les âges. C'est plus efficace, plus tôt on commence, plus c'est efficace. Donc, les compétences psychosociales, c'est les compétences sociales, émotionnelles et cognitives qui nous permettent justement de faire face à toutes les situations qu'on va rencontrer dans notre vie et qui vont amener à devoir gérer un certain nombre de situations. Donc, en gros, on ne travaille pas sur les facteurs de risque liés aux conduites addictives, on va travailler sur les facteurs de protection. Et en renforçant chez les enfants dès le plus jeune âge leurs compétences psychosociales, on augmente leurs facteurs de protection et leurs ressources internes pour faire face aux situations qui vont se présenter à eux tout le long de leur vie.
Donc notamment les situations à risque, les situations de consommation, etc. Donc c'est une des stratégies de prévention qui a fait vraiment la preuve de son efficacité et qui aujourd'hui permet de déployer des programmes assez probants sur les compétences psychosociales, ce qu'on appelle les CPS, mais qui est valable à tous les âges de la vie. Donc, je ne sais pas si… Merci. Non, non, très bien, je te remercie. Juste pour compléter ce que tu dis, moi j'ai eu, parce que comme je disais tout à l'heure, la INF intervient aussi auprès des étudiants, et j'ai eu à présenter, toujours pareil, les chiffres de la cohorte Constance que je leur ai présenté. Et ils étaient dans un premier temps très surpris, et puis en fait ça a eu un effet libérateur de la parole, et on s'est rapidement aperçu que au sein de la salle, je retrouvais les mêmes pourcentages que ceux de la cohorte Constance, et où certains jeunes se savaient déjà, notamment avec les risques d'API, donc de binge drinking et de consommation excessive. Donc c'est un très bon moyen en tout cas pour ouvrir la discussion, même avec des étudiants, les chiffres sont également valables. Il y avait une question sur est-ce que sommes-nous en droit de réaliser des éthylotests sur nos employés. Donc aujourd'hui, il est possible de prévoir l'utilisation d'éthylotests. Par contre, il faut que ce soit inscrit au règlement intérieur. Donc il y a un certain nombre de conditions qui sont fixées par le Code du travail pour pouvoir faire passer des tests, des alcotests ou alors des tests salivaires dans le cadre du travail. Donc, il faut que ce soit inscrit au règlement intérieur, il faut que la personne puisse être représentée par un tiers, il faut qu'elle puisse avoir accès à une contre-expertise si le résultat est positif, il faut que la procédure de contrôle soit annexée au règlement intérieur. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de conditions et il faut que cette mesure de prévention, qui est une mesure spécifique, soit proportionnée au risque qu'elle veut prévenir. Donc c'est vrai que les inspecteurs du travail, en général, se préoccupent beaucoup de cette question-là, et puis les représentants du personnel aussi. Donc il faut que ce soit une mesure de prévention qui soit proportionnée aux risques existants dans le cadre du travail. Donc il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui réalisent effectivement des tests, mais avec des procédures qui sont bien calées et un règlement intérieur qui précise les choses très clairement, puisque c'est quand même un peu invasif comme mesure de prévention. Et donc c'est important que les salariés puissent être protégés aussi par des procédures qui sont bien cadrées dans le cadre du règlement intérieur. Donc certaines entreprises vont le spécifier sur des postes en particulier, des postes à risque. Et puis dans d'autres secteurs du travail, c'est vrai que les risques étant vraiment majeurs, il est possible dans certaines entreprises d'avoir des contrôles plus aléatoires sur l'ensemble des collaborateurs, donc en mesure de prévention vraiment sur l'ensemble du personnel. Mais pour ça, l'inspection du travail doit vraiment donner son accord. Donc il faut que les risques, donc c'est le cas par exemple dans le nucléaire, ça peut être le cas dans le transport de personnes. Donc on peut avoir comme ça des procédures qui s'élargissent sur un grand nombre de personnel dans l'entreprise, mais majoritairement, c'est des mesures qui vont être prises sur des postes à risque ou alors en cas de situation de trouble du comportement, donc pour faire cesser une situation de risque avéré avec un trouble du comportement avéré. Donc en tout cas, c'est possible. Et donc, sur le même sujet, seuls des… Excuse-moi, Gaël, excuse-moi. J'aurais complété, ça peut être sur des postes à risque, ça peut être également lors d'événements particuliers. On parlait à l'occasion de fêtes, de célébrations en entreprise. On peut également, dans cette mesure-là, sur une journée particulière, dire que des tests d'alcoolémie seront réalisés. Parce qu'on sait qu'il y aura une consommation plus ou moins excessive d'alcool. Donc ça peut être limité en termes de personnel à risque, mais ça peut être limité également sur une période très particulière. Et donc oui, il y avait une… Oui, la question d'après était en rapport. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément que les postes dits de sécurité qui peuvent du coup être soumis à des tests inopinés. Par contre, c'est vrai que l'inspection du travail va vraiment regarder si c'est justifié d'élargir ces contrôles inopinés sur l'ensemble du personnel d'une entreprise. Donc selon le secteur d'activité, selon les risques inhérents à l'activité, l'inspection du travail va parfois demander à ce que la cible soit plus restreinte si l'intention première était de le faire sur l'ensemble du personnel. Voilà, une autre question, peut-être toujours pour toi, Gaël. L'employeur est-il responsable lorsqu'un de ses salariés revient en voiture de fonction de sa pause méridienne et provoque un accident?
Alors là, on est sur des accidents de trajet. Donc, s'il est, voilà, il est rentré chez lui ou s'il allait manger à l'extérieur sur sa pause méridienne et revient dans le cas du travail, donc c'est vraiment les accidents de trajet. Disons que là, ça dépend aussi de la situation particulière. C'est souvent ça en justice, hein, c'est du cas par cas, malgré tout. Et donc, ce que la justice va mesurer, c'est dans la balance de la justice, le logo de la justice, c'est à l'impossible nul n'est tenu voilà, qui par son action aurait pu éviter un danger, ne le fait pas, va pécher. Qui n'empêche, pêche. Donc dans la balance de la justice, souvent ce qui va être évalué, c'est à l'impossible nul n'est tenu, qui n'empêche, pêche. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de voir au cas par cas là, dans la situation. Si on imagine que cette personne est une personne qui est repérée depuis un certain temps comme ayant des troubles du comportement, s'il se passait quelque chose dans ce cadre-là, et au moment de l'investigation des gendarmes et des interrogatoires qui vont s'en suivre, il s'avère que tout le monde, les collègues de travail, l'employeur, étaient en connaissance de cause. Ce sera plus compliqué de justifier que rien n'a été fait pour accompagner cette personne, pour éviter ce dommage et cet accident grave ou mortel. Voilà, donc ça c'est vraiment, et l'employeur peut être responsable dans une situation de ce type si effectivement la personne était repérée par beaucoup de personnes et qu'on a fait un peu de déni collectif, on a mis un peu la tête dans le sable parce qu'on ne savait pas comment aborder cette situation, donc on ne l'a pas abordée et on n'a pas fait de prévention en amont de l'accident. Si par contre la personne, rien ne laissait à penser qu'elle pouvait avoir un jour un accident lié à l'alcool et que voilà, le travail d'instruction montrera que c'est vraiment, ça a été une surprise pour tout le monde, on est dans une situation un peu différente. Donc c'est vrai que c'est des situations très particulières qui en général vont être voilà, étudiées dans les procédures judiciaires vraiment au cas par cas. Les plus compliquées, celles qui ont donné lieu à des jurisprudences, c'est quand même celles où voilà, tout le monde savait. Tout le monde savait et personne n'a rien fait parce qu'on ne sait pas comment faire et qu'on ne veut pas s'immiscer dans la vie privée des personnes, donc on finit par ne rien faire. Et les situations durent et puis ça se répète et empire. Donc la réponse, c'est oui, il peut être responsable comme il peut ne pas l'être. Ça dépendra un peu du contexte. Dans le cas d'une ivresse manifeste, mais avec un taux d'alcool moindre et non visible, alors c'est ça, c'est là la limite entre la prévention et l'accompagnement. C'est que parfois, les personnes vont avoir des consommations qui sont à risque, mais qui ne sont pas encore visibles dans le cadre du travail. Et donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut passer à côté de situations qui sont des situations précoces et c'est pour ça que le repérage précoce est important, d'avoir des signes un peu précoces et d'être assez en alerte sur ces sujets-là parce qu'on peut passer à côté de situations de risque effectivement. Qui dit repérage, dit formation des managers de terrain, dit mise en place d'une politique de prévention, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, à 3 niveaux pour justement faire de la prévention. Je regarde rapidement, je vois qu'il y en a plusieurs qui nous ont demandé donc de renvoyer les replays. Merci à tous. Une question concernant un outil particulier, ça je pense qu'on le verra en dehors du cadre de ce webinaire. J'ai bien noté la question, je reviendrai vers vous, monsieur Patrick, je n'ai pas le nom de famille. Alors, il y a une remarque, si le salarié utilise une voiture de fonction, cela pourrait vouloir dire qu'il est sous la responsabilité de l'employeur, cela pourrait être assimilé à un accident de travail et pas forcément de trajet. Oui, alors là, voilà, l'utilisation de la voiture de l'entreprise doit être encadrée par l'employeur, notamment avec des règles de bonne conduite et donc de ne pas consommer d'alcool quand il a sa voiture de fonction. Donc, en effet, comme le disait Gaël, la justice évaluera la part de responsabilité ou de prévention mise en place par l'employeur pour éviter la situation. La voiture de fonction peut être utilisée aussi à des fins personnelles selon ce qui a été mis à disposition. Donc, c'est vrai que la personne peut aussi, sur sa vie privée, utiliser sa voiture de fonction. Mais il est clair que le problème de la sécurité ne se pose pas qu'au sein de l'entreprise, mais se pose aussi pour tous les collaborateurs qui vont et viennent en dehors de l'entreprise, que ce soit les transports, les livreurs ou les gens qui vont sur des repas d'affaires, bien évidemment.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Il est 17h07 déjà. Une petite question peut-être pour Amine? Non? Bon, bah écoutez, si nous avons épuisé les questions, eh bien, j'espère qu'on vous a donné envie de mettre en place le défi de janvier dans vos entreprises, qu'on vous a donné quelques moyens pour le mettre en place. Et si jamais vous décidez de le mettre en place, je serais très intéressé d'avoir un retour de votre part sur la manière dont vous l'avez fait, avec les difficultés et les succès que vous avez pu avoir. On peut aussi avoir une grande adhésion de l'entreprise à mettre en place ces démarches-là. Ça peut être aussi très positif vis-à-vis de l'employeur. Un grand merci à Gaël et à Amine pour leur intervention aujourd'hui. Un grand merci à Samy et Christelle qui ont eu du mal avec la technique aujourd'hui, mais qui s'en sont très bien sortis. Voilà, peut-être Amine, un petit mot de conclusion, si tu es encore là. Non, on a perdu Amine. Peut-être Gaël, si tu peux conclure également sur ta partie. Oui, un grand merci pour l'invitation et pour vos échanges. C'est un sujet qui est passionnant. Quand on rentre dedans et qu'on lève le tabou et qu'on le met au travail, il en ressort des choses vraiment très intéressantes et pas uniquement d'ailleurs en lien qu'avec l'alcool, hein, sur beaucoup d'autres sujets de santé et sécurité. Donc voilà, je vous souhaite à tous des projets de prévention très riches pour les mois et les années à venir. Merci beaucoup Gaël, et comme tu le dis, beaucoup de prévention à tous, d'excellentes fêtes de fin d'année dans la modération, et voilà. Et puis retrouvez notre programme de webinaire, notamment sur LinkedIn ou sur www.association-inf.com pour ce qui me concerne. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.